L'intitulé du cours d'aujourd'hui va porter sur la conduite à tenir devant des vomissements. C'est un cours assez facile, les notions sont simples à assimiler. On va adopter un plan classique par une introduction, avoir une définition des vomissements, les deux différents diagnostics différentiels. On va parler après de l'enquête diagnostique, qui va se partager en trois parties: l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires. On va détailler un petit peu les étiologies d'origine digestive pour les vomissements aigus et les vomissements chroniques. On va parler après des complications métaboliques et locales et un mot sur la thérapeutique. Donc, comme définition, le vomissement, c'est un rejet qui est actif, c'est un phénomène actif qui est involontaire d'une partie ou de la totalité du contenu de l'estomac par des efforts de la paroi abdominale. C'est-à-dire que le malade va contracter ses muscles thoraco-abdominaux pour vider le contenu de l'estomac. La nausée, c'est une sensation de malaise qui précède en général le vomissement. Et les deux diagnostics différentiels à connaître, ce sont la régurgitation et le méricisme. La régurgitation, c'est un des deux signes du reflux gastro-œsophagien et il est défini par une remontée involontaire. Il faut bien préciser. La régurgitation, c'est une remontée involontaire du contenu de l'estomac sans contraction abdominale. C'est ce qui le diffère par rapport au vomissement. Donc, régurgitation, c'est remontée involontaire du contenu gastrique. Par contre, le méricisme, c'est une remontée volontaire du contenu gastrique au niveau de la bouche pour être remastiqué de nouveau. Donc, le malade va faire remonter des aliments, généralement c'est des aliments solides, pour les mastiquer à nouveau, comme font certains herbivores. Il faut préciser que ce deuxième symptôme, on le voit sur des malades porteurs de maladies psychiatriques. L'enquête diagnostique, je vous ai dit en premier, va se partager en trois parties, donc l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires. L'interrogatoire, il doit préciser les caractères des vomissements en premier, le début, est-ce que c'est des vomissements aigus ou des vomissements chroniques? Il faut savoir que le délai entre aigu et chronique pour le vomissement, c'est 7 jours. C'est comme la douleur épigastrique. On parle de vomissement aigu si l'évolution est moins d'une semaine. Et plus d'une semaine, on va parler de vomissement chronique. Il faut préciser l'horaire. Bon, le vomissement, généralement, il est postprandial quand il est d'origine digestive. Et il est tardif, sans obstruction. Hein. Là, on ne parle pas de l'occlusion. Quand le vomissement est postprandial tardif, on suspecte en général une sténose ossiculaire, c'est-à-dire une sténose gastro-duodénale, donc urobulbaire. Et si le vomissement est associé à des signes d'occlusion intestinale et qui sont précoces, ça signe une occlusion aussi d'origine haute. Il faut préciser aussi la facilité. Si ce sont des vomissements en jet qui sont sans effort, par exemple associés à un syndrome infectieux, des céphalées, là, on est plutôt orienté, par exemple, vers les urgences méningées, comme l'hypertension intracrânienne ou la méningite infectieuse. Il faut préciser aussi la nature. Ce sont des vomissements alimentaires, bilieux, hémorragiques ou fécaloïdes. On les voit parfois dans les occlusions intestinales aiguës basses. Préciser aussi des signes d'orientation étiologique. Et c'est une femme, il faut lui demander la date de ses dernières règles. Si le malade a pris un traitement particulier, ou s'il est suivi, par exemple pour une néoplasie, il fait de la chimiothérapie, c'est important. S'il a des antécédents de traumatisme crânien, s'il est diabétique, on va voir par la suite que le diabète peut se compliquer de maladies pourvoyeuses de vomissement chronique. Si c'est un alcoolique, ou s'il est porteur d'une néoplasie abdominale.
L'examen physique doit surtout nous renseigner sur le terrain, donc l'âge, si le patient est porteur d'un diabète, d'une insuffisance rénale, parce qu'il y a un gros risque de troubles hydroélectrolytiques en cas de vomissement répété, et rechercher les signes de déshydratation. C'est très important. À l'examen clinique, il faut prendre les constantes vitales, le pouls, la pression artérielle, prendre le poids du malade et examiner les téguments à la recherche d'un pli cutané persistant, c'est-à-dire un pli de déshydratation. S'il y a un terrain qui est fragilisé, un diabétique, une insuffisance rénale déjà installée, et il y a des signes de déshydratation, on va voir par la suite, dans le chapitre traitement, on doit hospitaliser le malade. Rechercher aussi des signes associés, c'est-à-dire prendre la température, chercher une fièvre, et faire un examen physique. Commencer tout d'abord par un examen digestif complet, rechercher des signes d'occlusion intestinale, et par la suite, un examen somatique de tous les appareils, s'axer surtout sur l'appareil cardiovasculaire et neurologique. Les examens complémentaires, là sur cette plaque, c'est vrai, j'ai mis des examens morphologiques, je peux dire entre guillemets que ce sont des examens de deuxième intention. Il faut savoir que chez le malade qui a un terrain fragilisé, en insuffisance rénale, où il y a des signes de déshydratation à l'examen clinique, il faut faire des examens biologiques standards, une formule numération sanguine, une glycémie, une fonction rénale, et un ionogramme, un ECG, un téléphone. Ce que je viens de citer, ce sont des examens de première intention en cas de terrain fragile, de gros antécédents ou de signes de déshydratation à l'examen clinique. Sinon, les examens complémentaires de deuxième intention seront demandés selon l'orientation étiologique. Si vous suspectez un syndrome occlusif, en général, ce sont des examens radiologiques, comme l'abdomen sans préparation ou la tomodensitométrie abdominopédique. Les sténoses gastro-duodénales, la morphologie, elle est demandée après les examens endoscopiques. On fait d'abord une endoscopie gastro-duodénale, complétée ou pas par un TOGT, pour voir les caractéristiques de la sténose. Pour les sténoses du grêle, en général, c'est le scanner, l'entéroscanner ou l'entéro-IRM, des examens un peu particuliers. Et sur le plan endoscopique, on peut y accéder via une jejunascopie ou une entéroscopie. Si on suspecte que la femme est enceinte, on va demander des bêta-HCG plasmatiques, c'est-à-dire un dosage sanguin de bêta-HCG. En cas d'urgence neurologique, de type hypertension intracrânienne ou une méningite, ça sera la ponction lombaire, le fond d'œil et la TDM. On va essayer d'énumérer les étiologies, on ne va pas les détailler tous. Pour les vomissements aigus, les causes digestives sont variables. On voit ici sur cette plaque, il y a les différentes urgences médico-chirurgicales peuvent se compliquer de vomissement aigu, donc l'occlusion intestinale. On va voir que, par exemple, en cas d'occlusion haute, les vomissements sont plutôt précoces et l'arrêt des matières et des gaz qui est tardif. Tout à fait le contraire pour les occlusions d'origine basse. Les vomissements sont tardifs et l'arrêt des matières et des gaz est précoce. Les autres urgences médico-chirurgicales peuvent se compliquer de vomissement, la cholécystite, l'angiocolite, la péritonite aiguë, la pancréatite aiguë. Un mot que je peux dire sur la pancréatite aiguë, c'est en cas de vomissement incoercible dans la pancréatite aiguë, on ne va pas essayer de donner un traitement médical, mais plutôt mettre une sonde vasogastrique. Premièrement, soulager le malade, arrêter les vomissements, permettre une vidange et permettre aussi une alimentation entérale. Il faut savoir que toutes les étiologies de vomissement aigu sur le plan digestif, la première cause reste
la diarrhée aiguë infectieuse. Pour les causes extra-digestives, on a les urgences neurologiques, la BD en premier, bon, la méningite, ce sont des vomissements faciles, légers, sans effort, associés à des céphalées, une photophobie, une raideur méningiale, l'examen clinique. Le diagnostic est posé en général à la fonction primaire. L'hémorragie méningée, c'est un tableau assez proche de celui de la méningite, mais il est brillant et il y a une notion de trauma crânien. Le diagnostic il est posé par la ponction lombaire et la TDM cérébrale. On ne va pas les détailler toutes. On a aussi les causes iatrogènes, donc la chimiothérapie. Elle est pourvoyeuse de vomissement, vous le connaissez tous. On a un surdosage en certains médicaments, comme les neuroleptiques ou des digitaliques, la digoxine, des AINS, certains antibiotiques. On a aussi l'intoxication alcoolique. On voit qu'après, dans le chapitre complications, on voit que l'intoxication alcoolique peut même se compliquer d'une maladie très grave. Mais aussi en deuxième lieu, l'intoxication au monoxyde de carbone. Les causes ORL, on a le syndrome vestibulo-labyrinthique des transports. Il y a des gens qui ne peuvent pas voyager en voiture, en train, en bateau, à cause de cette maladie. On a aussi les vertiges, avec les différentes étiologies. Bon, pour la seule pathologie qui peut se compliquer de vomissement, c'est le vertige de Menger. Il faut savoir qu'au niveau de l'oreille, il y a deux appareils. Un appareil qui s'occupe de l'audition et un appareil qui s'occupe de l'équilibration. C'est le vestibule membraneux. C'est un appareil qui est sous forme d'une coque d'escargot et il est rempli de liquide qui va circuler à l'intérieur du vestibule. Et parfois, on a une formation de petits calculs au niveau des virages qui engendrent une sorte de pression, d'hyperpression au niveau du vestibule et qui va se manifester après par des vomissements et qui sont toujours précédés de vertiges. Autres maladies qui peuvent se compliquer de vomissement, la colique néphrétique, le glaucome aigu par fermeture de l'angle, c'est une hypertension intraoculaire, l'acidocétose diabétique, l'insuffisance rénale aiguë et même l'infarctus du myocarde, surtout inférieur. Il est à traduction digestive. Maintenant, pour les vomissements chroniques, ils sont dominés par les causes digestives et divisés en deux parties. Donc, il y a les sténoses digestives et les maladies motrices sans sténose. Donc, pour les sténoses digestives, elles sont soit d'origine intrinsèque, c'est-à-dire que la paroi de l'intestin qui est malade, donc, elle peut être au niveau gastro-duodénal ou un peu plus loin au niveau du grêle, ou une sténose par compression extrinsèque, c'est-à-dire une maladie en dehors de l'intestin grêle, une tumeur ou une masse qui va comprimer l'intestin. Pour les sténoses gastro-duodénales ou pylorobulbaires, en général, il faut savoir que sur le plan anatomique, on peut diviser le duodénum en deux parties. De l'orifice pylorique à l'ampoule de Vater, à la papille duodénale, on parle de duodénum proximal, et de la papille vers le grêle, vers le détroit, on appelle ça un duodénum distal. Donc, en amont de la papille, on parle de duodénum proximal, et en aval de la papille, on parle de duodénum distal. Les sténoses gastro-duodénales sont en général des sténoses proximales, les sténoses du duodénum proximal. Elles peuvent être d'origine inflammatoire, tumorale, infectieuse, si on synthétise schématiquement. D'origine inflammatoire, donc la première pathologie qui donne des rétrécissements du duodénum proximal est la maladie ulcéreuse peptique, l'ulcère gastro-duodénal. On peut voir aussi notre pathologie inflammatoire qui est la maladie de Crohn.
C'est une maladie qui peut toucher tout le tube digestif, de la bouche à l'anus, et la localisation gastro-duodénale peut se compliquer avec le temps d'une sténose ou d'un rétrécissement. La sténose peut être d'origine tumorale, par un adénocarcinome, par exemple, du B2 ou de l'estomac qui envahit le bulbe, par un lymphome ou par une tumeur stromale gastrique. La sténose peut être aussi d'origine infectieuse, secondaire à une infection par la tuberculose. Les sténoses du grêle, par l'origine tumorale, à peu près la même chose que pour les sténoses gastro-duodénales, sauf qu'au niveau de l'intestin grêle distal, on a beaucoup plus de tumeurs carciniques que de tumeurs. Maladies inflammatoires, comme on a dit, Crohn, la tuberculose. On peut avoir aussi des sténoses iatrogènes, c'est-à-dire secondaires à un traitement, comme les anti-inflammatoires, non-stéroïdiens. Parfois dans l'intestin grêle, elles peuvent engendrer des ulcérations, comme dans l'estomac ou le duodénum proximal. Et ces ulcérations au niveau du grêle peuvent mal cicatriser et engendrer des rétrécissements. La radiothérapie aussi peut se compliquer d'une entérite ratique. On appelle une entérite ratique. Et avec le temps, il y a des phénomènes de fibrose qui vont s'installer et nous donner des sténoses symptomatiques. En général, l'intestin grêle est touché dans la radiothérapie pour des tumeurs pelviennes. Pour les sténoses par compression extrinsèque, je vous ai dit que c'est un processus qui est extra-intestinal qui va comprimer la paroi de l'intestin. Donc, elle peut être comprimée par exemple par un gros pseudokyste du pancréas, qui est une complication de la pancréatite aiguë, ou par exemple un envahissement, un cancer de l'acte du pancréas, la vésicule biliaire, par compression, par une grosse adénopathie. Peut être aussi secondaire à une carcinose péritonéale, par des nodules péritonéaux de carcinose qui vont comprimer l'intestin grêle, ou par une tumeur abdominale extra-digestive. Les maladies digestives non obstructives, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement de la progression, mais il n'y a pas vraiment de lésions anatomiques. On peut voir ça dans deux pathologies, la gastroparésie et la pseudo-obstruction intestinale chronique. La gastroparésie, c'est un ralentissement de la vidange sans obstacle visible. Elle est surtout secondaire à la neuropathie diabétique, c'est-à-dire à l'atteinte du nerf vague, secondaire au diabète mal équilibré qui évolue depuis plusieurs années. On peut voir ça aussi au niveau de l'estomac opéré, en cas de gastrectomie avec vagotomie. On peut voir ça aussi lors de certaines pathologies générales qui peuvent atteindre les nerfs, les muscles, les parois digestives, comme la sclérodermie ou la myélite. Il faut savoir que dans la gastroparésie, quand on fait une endoscopie haute, à l'endoscopie gastro-duodénale, on ne va pas retrouver d'anomalie anatomique, gastrique ou duodénale. Par contre, à chaque fois qu'on fait une endoscopie pour ce genre de malade, on retrouve des désoirs alimentaires, de la stase alimentaire, alors qu'il n'y a pas d'obstacle, ni à l'endoscopie, ni à l'imagerie d'ailleurs. C'est pour ça que pour le diagnostic positif, ce n'est pas l'imagerie standard qui va poser le diagnostic, mais par contre une scintigraphie gastrique au repas matin. Vous allez voir dans le cours concernant l'exploration. La deuxième pathologie, c'est la pseudo-obstruction intestinale chronique. C'est un ensemble de pathologies, un domaine un peu vaste. Elles sont secondaires à une atteinte de l'innervation ou de la musculature lisse de l'intestin grêle. Donc, il y a des anomalies des cellules nerveuses ou des cellules musculaires de la paroi intestinale. Et tout ça va engendrer une sorte de paralysie de l'intestin grêle.
l'intestin grêle ne va pas se contracter normalement pour amener le bol alimentaire et les sécrétions de nos sens oral à bord. Ce sont des pathologies qui vont se manifester par des syndromes subocclusifs chez des malades qui vont se plaindre de syndromes occlusifs répétés, paroxystiques, parfois qui sont spontanément résolutifs, parfois pas. Ce sont des malades qui peuvent subir des interventions, des laparotomies, des examens complémentaires, des scanners, des endoscopies, et on retrouve rien du tout. Quand on suspecte ce genre de maladie, en général, on fait des biopsies chirurgicales sur la paroi de l'intestin grêle. Ce sont des biopsies qui doivent comporter toute la paroi de l'intestin, et à l'étude histologique, à une certaine coloration, on va poser le diagnostic. Autre cause de vomissement chronique, j'ai mis entre parenthèses que c'est un diagnostic d'élimination, donc il faut éliminer toute pathologie organique, pour dire en dernier que c'est peut-être des vomissements d'origine psychogène. On peut les voir, par exemple, dans la névrose et dans l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, ce sont des gens qui vont se faire vomir volontairement pour ne pas prendre de poids. Les causes neurologiques, on va juste les citer. L'hypertension intracrânienne, on en a déjà parlé dans les causes de vomissement aigu. On a aussi la migraine. Ce sont des céphalées qui surviennent surtout chez la femme jeune, sont suivies de fatigue. Ce sont des céphalées unilatérales qui peuvent être accompagnées avec des signes associés. Par exemple, des larmoiements, une photophobie, parfois des vomissements. C'est ce qu'on appelle la migraine avec aura. Migraine avec aura, ça veut dire une migraine associée à d'autres signes. La grossesse, il faut toujours interroger chez une femme. Au premier trimestre, on peut avoir des vomissements tout à fait physiologiques, qu'on appelle les signes sympathiques. Il faut savoir qu'en cas de signes sympathiques de la grossesse, donc il n'y a pas de retentissement ni sur le plan clinique ni sur le plan biologique. Par contre, si les vomissements sont incoercibles, c'est-à-dire que ce sont des vomissements qui ne vont pas s'arrêter, même avec un traitement anti-émétisant. Ce sont des vomissements qui vont engendrer une déshydratation, des troubles ioniques, parfois même d'un syndrome de cyclolyse. Donc là, on parle d'hyperémesis gravitale. La femme, en général, elle est hospitalisée dans un service de gynécologie avec un traitement anti-émétisant par voie intraveineuse, une réhydratation hydroélectrique. En cas, par exemple, de réapparition de vomissements au troisième trimestre, qui sont répétés, qui sont compliqués, là, il faut guetter le syndrome prééclamptique, la stéatose aiguë grave. Ce sont des pathologies assez graves de la femme enceinte qui peuvent se manifester d'une défaillance viscérale avec une hypertension artérielle difficile à gérer, une protéinurie. Ce sont des tableaux un peu particuliers. Donc on passe au chapitre de complications. Je dis déjà à l'introduction. Dans le chapitre des examens complémentaires, si les vomissements sont répétés sur un terrain fragile, il faut demander un examen biologique standard, surtout la fonction rénale et l'urine. On voit que les vomissements répétés peuvent se compliquer de graves troubles hydroélectrolytiques. Ils peuvent même engendrer le décès vital. On peut avoir des hypocalémies avec une hypochlorémie. Le malade va vomir tout son corps, son contenu gastrique, qui est très riche en chlore et en H+. Donc on va avoir une alcalose métabolique et une déshydratation extracellulaire qui va se compliquer d'une insuffisance rénale fonctionnelle. Insuffisance rénale fonctionnelle, ça veut dire que c'est une insuffisance rénale due à un bas débit, et si on remonte le malade, si on le réhydrate, on va normalement rétablir la fonction rénale, mais il faut agir très vite.
Les complications mécaniques, on en a trois. Il y a le syndrome de Mallory-Weiss, l'œsophagite peptique et le syndrome de Burger. Pour le syndrome de Mallory-Weiss, ce sont des vomissements répétés qui vont entraîner une sorte de fissure, de déchirure au niveau de la muqueuse du cardiaque, au niveau du sphincter inférieur, à cheval entre la muqueuse œsophagène et la muqueuse gastrique, on va avoir une déchirure. C'est des efforts de vomissement qui vont engendrer ces déchirures au niveau du cardiaque et elle peut s'entraîner d'une hémorragie digestive forte. À l'endoscopie, on va par la suite sur une plaque, il y a deux images qu'on peut voir. Et à l'endoscopie, donc, on a une ulcération, une fissure linéaire au niveau de la jonction œsogastrique, avec parfois un saignement actif ou un caillot adhérent dessus. L'œsophagite peptique, vous avez vu ça dans le cours sur le reflux gastro-œsophagien. Donc, elle peut être responsable de vomissement, de dysphagie douloureuse et même d'une hématèmèse. Le diagnostic paraît facile, il se fait à l'endoscopie œsogastro-œsophagien. Le syndrome de Burger, c'est un syndrome assez rare, on ne le voit pas chez nous en très grande fréquence. C'est un syndrome qui est grave, qui peut entraîner une médiastinite, voire un choc septique. Ce syndrome se voit généralement dans l'intoxication alcoolique, chez certains foulards. C'est une rupture de l'œsophage secondaire à des vomissements violents. Donc, ce sont des vomissements violents tellement le malade, son estomac est dilaté, un contenu important au niveau de l'estomac, il fait pression sur ses muscles, hein, il va y avoir une hyperpression au niveau de l'œsophage et ces vomissements violents vont entraîner une rupture au niveau du bas œsophage avec passage du contenu de l'estomac dans le médiastin, donc dans le thorax, dans la lèvre, et ça va se compliquer par une médiastinite qui est de pronostic sombre. Donc, sur le plan clinique, on va avoir des vomissements suivis d'une douleur aiguë brutale avec une détresse respiratoire et qui peuvent évoluer vers un état de choc. Le diagnostic sera posé par l'imagerie thoracique, donc c'est le thorax, le TDM thoracique en urgence. Il faut savoir qu'on a un TDM thoracique, on doit la demander, on ne va pas demander une TDM. On peut associer la TDM thoracique à un transit aux hydrosolubles. Donc on peut donner au malade, pas de la barite, parce qu'il y a une rupture, la barite passe dans le médiastin, ça va encore plus. Donc on va donner de la gastrographie, qui est un marqueur hydrosoluble. Donc sur la morphologie, on va voir un plombement médiastin, un passage d'air au niveau du thorax. L'air va passer des structures digestives vers le thorax. On peut avoir un épanchement pleural. Le traitement de ce syndrome va être essentiellement le drainage chirurgical, la suture œsophagienne si c'est possible, et de l'antibiothérapie. En général, ce sont des malades très difficiles à opérer, donc on met un drain aspiratif et on donne des antibiotiques. Voilà, ici sur les deux images, ici à droite, on voit une petite fissure, une déchirure, qui est entre la muqueuse rouge-orangée qui est en bas, et la muqueuse gastrique. On voit la limite, la ligne Z, qui est la limite entre la muqueuse rose pâle, rose blanc, et au milieu, il y a la déchirure. L'image qui est à gauche, on voit presque la même déchirure, un peu plus profonde, mais vous remarquez que sur l'image de gauche, on est en rétroglissement, c'est-à-dire on voit l'endoscope qui est derrière. Sur l'image de droite, on est en prograde, donc on descend avec l'endoscope de la bouche
vers l'estomac, alors que sur l'image de gauche, on est déjà dans l'estomac et on fait une sorte de rétrovision. Donc on bascule l'endoscope en position haute, en position up maximale, hein, pour voir ce qui se passe derrière nous. C'est pour ça que sur l'image de gauche, on voit même le tube de l'endoscope. Ici, par exemple, en haut à gauche, ce sont des érosions secondaires à une œsophagite peptique. À droite, c'est l'œsophagite peptique qui est compliquée. Vous voyez bien d'un rétrécissement. Les complications locales ou loco-régionales, elles peuvent concerner l'appareil respiratoire. En général, ce sont des pneumopathies d'inhalation. Le malade, il va inhaler, il va respirer ces sécrétions digestives qui vont passer dans les bronches et s'infecter rapidement. On arrive au dernier chapitre, le chapitre thérapeutique. Le but de traitement en premier, c'est le traitement de la cause. Les vomissements s'arrêtent. Logiquement, il faut traiter la cause. Et il faut rester symptomatique aussi. Même si vous traitez la cause, en attendant de traiter la cause, il faut donner un traitement médical pour arrêter les vomissements. Et bien sûr, il faut chercher et traiter les complications. Il faut hospitaliser le malade en cas de trouble ionique, en cas de déshydratation, donc, sur un terrain fragile. S'il y a une anomalie biologique, il faut hospitaliser le malade. Et à l'hospitalisation, il faut faire une aspiration, on peut mettre une sonde gastrique pour soulager le malade, pour éviter des pneumopathies d'inhalation, pour toucher des malades, par exemple, des troubles glutis, des troubles de la conscience. Et on corrige les troubles hydroélectrolytiques par des schémas de réhydratation selon le moment. Pour le traitement médical, il y a différents antihémétisants, différentes familles, différentes molécules sur le marché. Et, les plus connus sont les prokinétiques. Les deux chefs de file les plus connus sont le métoclopramide, le pratéron, ou la dompéridone, et le motivium. Il y a différentes présentations, en général sous forme de comprimés, de solutions buvables. Ce sont des médicaments à action centrale et périphérique. Donc ils vont agir au niveau du système nerveux central. C'est des antidopaminergiques. Et ils vont avoir une action périphérique prokinétique. Prokinétique, ça veut dire qu'ils vont stimuler la musculature lisse, hein, de la paroi œsophagienne et de la paroi gastrique et intestinale, hein, pour éviter le reflux d'aliments et logiquement arrêter les vomissements. La métoclopramide passe la barrière hématoméningée, c'est pour ça qu'on l'appelle neuroleptique mineur. Par contre, la dompéridone passe légèrement ou presque pas du tout. Mais par exemple, le motivium, hein, peut engendrer une hyperprolactinémie, comme la métoclopramide. C'est pour ça qu'ils sont contre-indiqués dans ce genre de maladie. Donc, s'il y a une hyperprolactinémie, une production excessive de prolactine au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire, on ne peut pas donner ce genre de médicaments, et même la dompéridone, on ne peut pas la donner. C'est pour ça que pour le motivium aussi, il y a un petit passage de la barrière hématoméningée. Pas aussi important que le pratéron, mais il y a quand même un passage qui est minime. Il faut savoir que ces deux molécules ne sont pas contre-indiquées pendant la grossesse. Donc, en cas de femme enceinte qui présente des vomissements, vous pouvez donner du pratéron, du motivium sans. Deuxième famille, ce sont
neuroleptique phénothiazitique, c'est la métoclomazine, la molécule la plus connue. Elle existe sur le marché algérien, sous forme d'un générique. La molécule mère s'appelle le Vogalène. Il est connu, il existe sous forme de gélules à 15 mg, des comprimés en 5, c'est des comprimés médiocres qui peuvent se dissoudre en sublingual ou des ampoules injectables. Il y a même la forme supposée. C'est une molécule qui est excellente. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Il n'y a presque aucune contre-indication. Et elle n'est pas contre-indiquée pendant la grossesse. Donc, par exemple, en cas de syndrome occlusif, on peut donner ce genre de molécules. Par contre, les prokinétiques sont contre-indiquées. En cas d'occlusion, syndrome subocclusif, ou en cas de rétrécissement digestif, on ne peut pas donner de prokinétiques. Ils sont contre-indiqués. Par contre, la métoclomazine, on peut la donner dans ce genre de situation. On a aussi des neuroleptiques antipsychotiques qui ont un pouvoir antiémétisant assez puissant, comme la chlorpromazine ou le lacactide. On le réserve dans des cas assez particuliers de vomissement d'origine psychogène ou dans le hoquet rebelle. Il y a des malades parfois qui présentent un hoquet. Je ne sais pas comment l'expliquer, un sherga en arabe. Et ce genre de molécules dont d'excellents résultats. On a aussi la famille des cétrons. Le plus important à connaître, c'est le lambda-cétron, l'œsophrène, mais un anti-émétisant phare de l'oncologie médicale. C'est un médicament qu'on donne pour prévenir les vomissements post-chimiothérapie. Ce sont des antagonistes des récepteurs 5-HT3 de la sérotonine. On va voir que ce sont des anti-émétisants à action centrale très puissants. On a également certains antihistaminiques H1 d'une autre génération. Ils ont presque les mêmes effets secondaires et les contre-indications que les antihistaminiques H1 utilisés dans l'allergologie. Mais ici, ces deux molécules ont une action sur le syndrome vestibulo-labyrinthique qu'on a vu dans les causes orales, qu'on appelle le mal des transports. La notamine et la dramamine, la première 90, la deuxième dose à 50 mg, qu'on donne 30 minutes avant le départ. Dernier lieu, dernier paragraphe, il va concerner l'érythromycine. Une molécule assez particulière, c'est un antibiotique. Premièrement, de la famille des macrolides, c'est un analogue de la motisine, et il a une action prokinétique très puissante. Si on le met en perfusion intraveineuse, pour les vomissements, elle est utilisée pour presque une seule maladie, c'est la pseudo-obstruction intestinale chronique. On parlait tout à l'heure, c'est une maladie qui se manifeste par des syndromes subocclusifs répétés et secondaire une atteinte de l'innervation de la musculature lisse de l'intestin sans substratum anatomique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'anomalie macroscopique. Donc, ces pseudo-obstructions intestinales chroniques, qu'est-ce qu'on fait sur le plan thérapeutique? Généralement, on décharge le malade, donc on fait une gastrostomie. Peut-être vous allez avoir la chance de voir ça dans notre service. On pratique les gastrostomies d'alimentation. Dans les POIC, on peut pratiquer une gastrostomie, mais dans un but de décharger l'intestin de ces syndromes subocclusifs. C'est une sorte de soupape pour l'intestin. Et on associe cette gastrostomie de décharge à des prises d'érythromycine, des prises périodiques. En général, ce sont des prises orales. Hein. Pas pour vous, mais juste pour info, qu'on donne de 250 jusqu'à 750 mg par jour, des cures de 21 jours espacées, parfois espacées de 2 à 3 mois.
Il faut savoir que l'érythromycine, on peut l'utiliser en urgence pour permettre une bonne vidange gastrique en vue d'une endoscopie l'œsogastro-duodène. Tellement elle a une action protéinétique qui est puissante. Donc si on la donne par voie intraveineuse, en général on met 250 mg, on y va très lente, on va la faire passer en 30 minutes, sinon on peut avoir des effets secondaires cardiaques. Donc elle va permettre une vacuité, une vidange de l'estomac et ainsi mieux voir à l'endoscopie, surtout chez, par exemple, en cas d'hémorragie de grande abondance, où il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de cailloux, on ne peut pas bien voir ou bien intervenir sur une lésion, on peut faire passer de l'érythromycine en intraveineux de contenu. Mais on note que pour les vomissements, on la prescrit pour une seule pathologie qui est la pseudo-obstruction intestinale chronique et qu'on l'associe à une gastrostomie de Tétart. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou Merci, commentaires. docteur Kissili. Kissili, Oui, docteur Sefoula. Tu as une icône pour répondre aux questions. Il y a certaines questions qui sont intéressantes. Donc, tu as pratiquement 13 questions. Donc, tu cliques dessus, tu auras les textos affichés sur ton écran. Très bien. Mais je suis en train de les voir. Je pense que j'ai un peu... Prends ton temps. Pas pressé, d'accord. Prends ton temps. Donc, il te reste pratiquement un bon quart d'heure pour les réponses. Très bien. Je pense qu'il y a une quinzaine de questions. On va répondre une par une. Donc, la première question, docteur, même pour un nourrisson, est-ce qu'il y a un risque de troubles hydroélectrolytiques? Mais bien sûr, le terrain, il concerne les deux âges extrêmes. Donc, le sujet âgé et le sujet très jeune. Il faut savoir que les nourrissons, s'ils perdent, donc, en cas de vomissement ou de diarrhée, s'ils perdent 10% de leur poids corporel, ils peuvent faire une insuffisance rénale et des troubles neurologiques. Donc c'est certain que chez le nourrisson, on peut avoir une déshydratation avec des troubles ioniques. Et malheureusement, on est dans le vomissement chez l'adulte. Alors, deuxième question, examen complémentaire de première intention. Oui, donc pour un terrain fragile, un âge avancé, un diabète, une insuffisance rénale déjà installée, il faut demander des examens de première intention. Donc, on fait une formule numération sanguine, une glycémie, une dosage de l'urée, de la créatinine, du potassium, du sodium et deux examens morphologiques, entre guillemets, le CG et le TNR. Alors, troisième question, docteur, pourquoi penser à l'action de la pancréatite aiguë? Alors, j'ai répondu sur la plaque déjà, donc on profite dans la pancréatite aiguë de mettre une sonde nasogastrique. Vous savez qu'en cas de pancréatite aiguë, il faut mettre au repos le pancréas, donc le malade ne doit pas s'alimenter rapidement. Donc, le but déjà de la sonde nasogastrique, c'est d'arrêter les vomissements si le malade vomit. Et va mettre au repos le tube digestif ainsi que la glande pancréatique. Alors, autre question, monsieur, quand on demande, donc les bilans de première intention, on les demande sur un terrain fragilisé, c'est-à-dire âge très avancé, patient porteur d'un diabète ou d'une insuffisance rénale chronique. Un patient qui est suivi pour une insuffisance rénale chronique, s'il présente des vomissements répétés, on demande des bilans de première intention. Donc, âge extrême, diabète, insuffisance rénale, déshydratation à l'examen clinique. Ce sont les indications du bilan de première intention. Et bien sûr, si ce sont des vomissements répétés, ce n'est pas à cause d'un seul épisode de vomissement qu'on va demander des examens biologiques. Donc, vomissement répété,
chez un sujet, par exemple, âgé, taré, diabétique, présentant une insuffisance rénale chronique, où il y a des anomalies à l'examen clinique. Donc, il y a un pic de déshydratation, il y a une perte de poids qui est rapide. Là, oui, il faut demander des examens de première importance. Pourquoi dans la colique néphrétique, il y a une irritation péritonéale, hein, il y a une irritation du péritoine. Il faut savoir que la colique néphrétique n'est pas seulement une pathologie obstructive, c'est-à-dire que c'est un calcul qui va boucher un conduit urinaire, mais ce calcul va éroder la paroi des uretères, des calices, il va engendrer une inflammation au niveau du péritoine, et c'est cette irritation péritonéale qui va provoquer des vomissements. Alors, la radiothérapie abdominale, enfin, la radiothérapie en général pelvienne, qu'on prescrit pour des tumeurs de l'endomètre, peut se compliquer d'une atteinte radique de l'intestin grêle. L'intestin grêle qui va s'irradier, va être touché, et cette irradiation de l'intestin va se compliquer par la suite d'une entérite radique, d'une inflammation chronique de l'intestin grêle secondaire à la radiothérapie. C'est comme l'œsophagite radique. Voilà. Tout à fait la même chose. Et cette entérite radique, au départ, ce sont des lésions inflammatoires, des lésions aiguës, inflammatoires. Ils vont évoluer par la suite vers une fibrose mutilante qui va rétrécir la lumière intestinale et qui va engendrer des sténoses et des vomissements. Voilà. Alors, cas du syndrome de Mallory-Weiss, est-ce qu'il existe une symptomologie spécifique qui ne va pas en solution répétée? Voilà. Le tableau classique du syndrome de Mallory-Weiss, c'est le malade qui vient vous dire j'ai vomi, et après, hop, il y a eu un vomissement avec des stries de sang ou un vomissement avec du sang. Donc, ce sont des vomissements répétés au départ qui sont alimentaires bilieux ou salivaires, et qui sont suivis par une hémorragie digestive haute. En général, elle est de petite abondance, sauf chez certains malades. Alors, syndrome de Mallory-Weiss, c'est quoi la cause? La cause peut être secondaire à un autre facteur. Hein. Un malade, par exemple, qui présente une toxi-infection alimentaire, une diarrhée aiguë fébrile, syndrome dysentérique, il peut vomir et faire un syndrome de Mallory-Weiss, fissurer sa muqueuse cardiaque. C'est pas un truc propre, hein. C'est la déchirure qu'on appelle syndrome de Mallory-Weiss. C'est pas la cause du vomissement. Le vomissement, il peut être de n'importe quelle origine. Vertige, syndrome occlusif, diarrhée aiguë, migraine, comme vous voulez. Alors, si votre patient est sous traitement indispensable pour des maladies et des vomissements répétées. Par exemple, là c'est pour ça que dans les anti-émétisants, il y a d'autres formes. Il y a des anti-émétisants sous forme orale, il y a sous forme suppositoire, il y a sous forme lyoc, c'est-à-dire des comprimés sublinguaux, c'est-à-dire un comprimé qu'on peut mettre sous ou sur la langue pour être dissous et permettre un effet anti-émétisant. Par exemple, la méthoclopramide de Printéron, on a des ampoules injectables à 10 mg et on a des suppositoires de 10 jusqu'à 30 mg. La méthoclopramide, par exemple le Vogalem, c'est un anti-émétique excellent, parfait. Il existe sous forme de gélules, bien sûr, il existe sous forme injectable, il existe sous forme de suppositoire, et il existe sous forme de comprimé à dissoudre en sublingual.
Donc, chez un malade chez qui la voie féroce est indispensable, on peut donner, par exemple, la voie suppositoire ou la voie lyoc. Il met le comprimé sur la langue ou sous la langue. Ou carrément des ampoules injectables. Ils sont dosés comme les formes féroces. Alors, quel est le traitement utilisé en Algérie? Je n'ai pas bien compris cette question. Traitement de quoi utilisé en Algérie? Est-ce que c'est le traitement du vomissement? Est-ce que... Là, je n'ai pas bien compris la question. Hein. Bon, sur pour les anti-émétisants, ils existent tous sur le marché, sauf les antihistaminiques H1 utilisés pour le mal de transport. La dramamine et la notamine ne sont pas disponibles en Algérie. Mais sinon, les autres, ils sont tous disponibles. Les cétrons, les prokinétiques, action centrale et périphérique, les neurolytiques, ils sont disponibles. Alors, le Vogalène anticholinergique, oui, les anticholinergiques sont contre-indiqués en cas de glaucome par fermeture de l'angle et en cas d'hypertrophie prostatique, parce qu'elles peuvent engendrer une rétention vésicale aiguë. Les antihistaminiques et le Vogalène sont des anticholinergiques. Donc, les deux principales contre-indications sont le glaucome par fermeture de l'angle et l'hypertrophie prostatique. Donc, il y a un risque de rétention vésicale aiguë. Alors, s'il vous plaît, les médicaments pour les vomissements sont les mêmes pour les éructations, plus ou moins. Pour les éructations, les meilleurs médicaments sont les prokinétiques à action centrale et périphérique. Donc, le printéron et le motivé. Donc, le méthoclopramide et la dompétrone. Ce sont les meilleurs médicaments pour les éructations. Ils ont même une action prokinétique qui agit au niveau de la paroi musculaire de l'intestin. Alors, répétez l'indication de l'érythromycine. Alors, la seule indication de l'érythromycine pour les vomissements, hein, c'est la pseudo-obstruction intestinale chronique. On ne la donne pas comme traitement anti-émétique pour d'autres maladies. N'allez pas recevoir, par exemple, une femme enceinte qui vomit ou quelqu'un qui fait de la diarrhée aiguë qui vomit, vous allez lui donner de l'érythromycine pour arrêter les vomissements. L'érythromycine est réservée dans certaines pathologies un peu particulières. Et en gastro, généralement, on la donne dans la pseudo-obstruction intestinale chronique pour décharger un peu l'intestin. Et j'ai dit qu'il faut l'associer à une gastrostomie de décharge. Ce genre d'infos, c'est des infos un peu spécialisées. Hein. Je ne pense pas que à votre examen, on va vous demander certaines informations sur. Alors, devant un vomissement chez un nourrisson, bon, ici le cours concerne. Salut, Dr. Layada, le cours concerne le vomissement chez l'adulte, hein. Ce n'est pas un vomissement chez l'enfant. Chez l'enfant, en général, les vomissements les causes des vomissements sont dominées par la pathologie infectieuse. Il faut surtout guetter la méningite chez l'enfant. Diagnostic chez le nourrisson, il y a des vomissements avec constipation. Vomissement avec constipation, c'est un mot. Hein. Et là, je répète encore une fois, on est en conduite à tenir devant des vomissements, mais on est en gastro, on parle de l'adulte, on ne parle pas du nourrisson. Désolé, ça dépasse mes compétences. On peut calquer certaines étiologies, par exemple pour l'enfant, pour l'adulte, mais on ne peut pas faire de propos concernant les vomissements du nourrisson. Franchement, désolé. Alors, l'usage de l'érythromycine comme antibiotique, toujours comme effet secondaire, une vidange. Et si traitement est chronique ou déjà comme je viens de parler tout à fait en haut,
l'érythromycine, on ne la donne pas en traitement de longue durée. Je vous ai dit que même dans la pseudo-obstruction intestinale chronique, on peut la donner, mais c'est un traitement qui est suspensif. On le donne par palier, on le donne par exemple généralement 250-550 mg pendant 21 jours. Après, on fait des écarts de 2 à 3 mois et on redonne une autre cure de 21 jours, ainsi de suite. Ce n'est pas un traitement continu. Si on donne un traitement continu, il y a un risque de déséquilibre de la flore bactérienne. Ce n'est pas un risque de dénutrition. Ça n'a rien à voir avec la dénutrition. Voilà, personne qui a pris un médicament important nécessaire. Ensuite, il va venir, est-ce qu'il doit le prendre? S'il y a un médicament qui est indispensable, un médicament contre une cardiopathique ischémique, autre, il faut donner un traitement anti-émétisant par une autre voie. Il faut mettre un anti-émétisant par exemple en suppositoire ou par voie injectable et ainsi permettre au malade de reprendre son traitement par voie orale pour notre problème, son autre maladie. Donc on peut donner soit en suppo, soit par voie injectable, ou par exemple si vous avez un malade qui a une sonde nasogastrique en place, vous pouvez introduire le traitement via la sonde nasogastrique. Sinon on peut passer à la voie suppositoire, à la voie rectale. Ou la forme injectable carrément, en intramusculaire ou en intraveineux. On a énuméré, il y a certains anti-émétisants qui existent sous toutes les formes. Suppo, comprimé, gélule, injectable, comme vous voulez. Alors, il a essayé de me piéger. Donc, c'est quoi le traitement indiqué pour le mal de transport en Algérie? Sauf en Algérie, en cas de mal de transport, on peut donner... généralement, on passe au neuroleptique type méthoprémazine, ou du Vogalène. On peut l'associer à un antihistaminique H1 qu'on utilise en allergologie. C'est la recette qu'utilisent certains ORL. Donc, ils donnent du Vogalène associé à un antihistaminique H1 anti-allergique. Ben, sinon, ils ramènent le médicament.